Ah man, je suis trop stone. Ton herbe extraterrestre, elle va défoncer le bonnet. Tu m'étonnes, c'est la jupitérienne. T'es sûr qu'en capturant ce mec, ça nous aidera à remplir notre contrat? On va d'abord commencer à tirer le petit poisson avant d'attirer le gros. Arrête de rire comme ça, c'est malsain. Salut tout le monde, bienvenue dans Histospeed, et puis surtout, joyeuses fêtes! La 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 la. J'espère que vous avez été tous gâtés pour les fêtes et que vous avez eu des beaux cadeaux sous le sapin, des chocolats, des livres, des DVD, des jeux vidéo, et que vous vous apprêtez à fêter le nouvel an de la meilleure des manières. Et justement, qui dit nouvelle année, dit retour au premier de l'an et nouveau calendrier. Yeah! Voilà un truc inutile que tout le monde avait envie de savoir. À l'approche de 2016, il convenait ici de faire un petit point historique sur notre bon calendrier. Comme vous le savez tous, le calendrier dans lequel nous nous situons est le calendrier grégorien, qui n'a absolument rien à voir avec cet homme. Moi, plus tous ceux qui le veulent. On va s'arrêter là, merci. Calendrier qui compte 365 jours, plus les années bissextiles qui apparaissent tous les 4 ans. L'année prochaine en sera d'ailleurs une, année bissextile où toutes les personnes nées le 29 février pourront enfin fêter leur anniversaire. Bonjour, c'est encore Jean-Marc et j'ai 10 ans. Oh yeah. Pour introduire le sujet, on va se pencher sur une question toute simple. Comment a-t-on établi les premiers calendriers? Commençons par plonger notre regard dans l'immensité de l'espace. On va revenir un peu ici aux fondamentaux avec cette illustration brillante. Non, en fait, je déconne, c'est tout pourri. De notre point de vue, l'axe Soleil-Terre-Lune se présente de cette façon, ou de cette façon-là, selon le point de vue des ch'tis et Mykonos. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Cette bonne vieille Terre qui tourne également sur elle-même dans un axe de 23,5 degrés environ et qui fait un tour complet sur elle-même en 24 jours. La Terre qui effectue également un tour complet du Soleil, ce qu'on va appeler une révolution, en 365 jours et 6 heures environ. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Merci Nestor, vraiment merci. Voilà, maintenant qu'on a les bases, on peut commencer à rentrer dans le dur et à se flageller avec du ou. Météo, mais t'es pas là. Nestor, Oui? si jamais tu recommences, encore une seule fois, je te jure, je te force à écouter du Maître Gims. Sans déconner, je le fais. Bon, ok, je crois que je vais fermer ma gueule. Merci. Donc, en partant de ce principe, il existe 3 types de calendrier. Le calendrier lunaire, le calendrier semi-lunaire, que l'on va mettre un peu ici de côté, et le calendrier solaire. Et il semblerait que le premier calendrier ayant existé est un calendrier lunaire. Il aurait été créé à Babylone au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et pour calculer un mois lunaire, c'est très simple, il suffit d'observer les différents moments de la Lune. Si vous êtes un peu curieux et que vous levez souvent les yeux au ciel, vous avez certainement remarqué que la Lune n'est jamais la même. C'est ce qu'on appelle une phase lunaire qui se compose en différents moments. Je pense qu'étant petit, on a tous vécu cet instant où l'un de vos parents vous disait: Hé, Jean-Eudes, Jean-Eudes, viens voir. Jean-Eudes, tu as vu le premier croissant de lune? Et évidemment, quand on levait les yeux au ciel, on s'attendait tous à voir ça. Ces phases lunaires sont évidemment dues au fait que la Lune tourne autour de la Terre. Et vous l'avez donc compris, pour calculer un mois lunaire, c'est très simple. On comptait le nombre de jours qui séparaient deux premiers croissants de Lune. Et on arrivait à un résultat de 29 jours environ, ce qui fait 354 jours dans l'année. Ce calendrier est encore appliqué dans la religion musulmane et sert à en fixer ses grands rendez-vous, notamment le ramadan, qui varie chaque année, étant donné que le calendrier musulman est en décalage avec le nôtre. Cependant, le désavantage de ce calendrier est qu'il ne fixe pas clairement les saisons, ce qui est très dommageable pour une civilisation qui adaptait l'agriculture au rythme des saisons. Le printemps pour les semis, l'été pour définir les grosses chaleurs et les pluies peu abondantes, l'automne pour les récoltes et l'hiver pour faire ses stocks de bouffe. C'est pour cela qu'il a été remplacé par le calendrier solaire qui est apparu en Égypte peu de temps après. Il comptait déjà 12 mois et 365 jours. Et pour fixer une année solaire qui correspond à un tour complet de la Terre autour du Soleil, les concepteurs de ce calendrier ont observé 4 phénomènes précis se déroulant dans l'année. Ce que va nous préciser Nestor? Oh oui, masse-moi le crâne comme ça. Oh, c'est bon. Nestor, Oula, oui, pardon, désolé, je m'étais légèrement assoupi. je te laisse prendre le relais sur les équinoxes et les solstices. Ah oui, ok, merci.
Comme le disait Flo, la conception d'un calendrier solaire permettait d'avoir un calendrier plus en phase avec les saisons. Les concepteurs des calendriers ont remarqué 4 phénomènes venant rythmer l'année. Tout d'abord, les équinoxes de printemps et d'automne, qui sont 2 moments de l'année où la durée du jour est identique à celle de la nuit. Et enfin, les solstices. Le solstice d'hiver, qui en Europe représente le jour où la nuit est la plus longue de l'année et le jour le plus court. Inversement, le solstice d'été, où la journée est la plus longue et la nuit la plus courte. Mais à cette époque, mesurer ces événements astronomiques était compliqué. C'est pour cela que certaines pratiques ancestrales étaient mises en place. J'en veux pour preuve le fameux site mythique de Stonehenge, sur lequel beaucoup de légendes circulent. Cet endroit aurait servi à mesurer les équinoxes et les solstices. En effet, selon l'orientation et l'allongement de la lumière et des ombres sur les pierres et le site, on pouvait arriver à déterminer ces événements. Ces 4 phénomènes ont donc permis d'obtenir un calendrier plus en accord avec les différentes saisons et plus adapté au rythme agricole. Je te remercie, tu peux te rendre... D'accord. Comme vous l'avez compris, tout ça est assez complexe et vu que j'ai pas trop envie de dévier sur un exposé trop scientifique, on va revenir à de l'histoire plus basique. Donc, effectivement, l'ancêtre de notre calendrier est le calendrier romain, qui était à la base un calendrier lunaire. Il comportait 10 mois, qui allaient de mars à décembre, et sous l'avènement de la République, on y rajouta 2 mois, janvier et février, pour établir un véritable calendrier solaire. Les mois y étaient répartis de façon très inégale, comme vous pouvez le voir. Le nom de certains mois était lié aux différents dieux. Le mois de mars pour le dieu de la guerre, avril ou aprilis dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour, le mois mai ou Maüs dédié à la déesse de la croissance, juin ou Junius pour Junon, déesse de la fécondité, Januarius dédié à Janus, le dieu des portes, D'ailleurs, avez-vous remarqué que si on enlève le J à Janus, ça fait... et enfin Februarius, dédié à la mort, un mois joyeux. Les autres mois étaient juste des numéros, Quintilis pour le 5e, Sextilis pour le 6e, etc., etc. Détail amusant, les Romains étaient superstitieux et craignaient le nombre pair. C'est pour cela que le seul mois pair est le mois de février. Mais si vous savez compter, cela ne fait que 355 jours. Et afin de pouvoir rattraper le retard sur l'année solaire, un collège de prêtres, surnommé les pontifes, introduisait de temps en temps un mois intercalaire, celui de Mercedonius, dédié au dieu allemand Mercédès. Celui-ci est calé après le mois de février. Le nombre de jours était défini par ces fameux pontifes qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, car en effet, guidés par l'amour de Dieu et du prochain, ces hommes purs et chastes décidaient du nombre de jours en fonction de leur amitié avec les hommes politiques. S'ils s'entendaient bien avec eux, le nombre de jours était augmenté pour agrandir la durée du mandat, et au contraire, s'ils étaient en froid avec eux, le nombre de jours était réduit, ce qui a eu tendance à foutre un joyeux bordel, les années n'étant plus du tout raccord avec les saisons. Et pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, il a fallu attendre un homme sévèrement burné, Jules César, qui arrive pour remettre de l'ordre. Avec l'aide d'un astronome au nom rigolo, Sosygène d'Alexandrie, il va créer le calendrier julien en 45 avant Jésus-Christ, calendrier qu'on peut expliquer en 3 points bien précis. Premièrement, César va supprimer les mois et les jours intercalaires pour fixer une année en 12 mois et 365 jours. Deuxièmement, l'année ne va plus commencer en mars, mais en janvier, ce qui correspondait à la date de nomination des consuls. Et enfin, son idée la plus probante sera d'ajouter un jour de plus tous les 4 ans, les fameuses années bissextiles. Et là, vous allez me poser la question, Pourquoi les années bissextiles? en fait, c'est très simple, je m'explique. L'année julienne comporte 365,25 jours précisément, rapporté évidemment à 365 jours tout rond sur le calendrier. On perd donc 0,25 jours tous les ans, et si vous n'êtes pas trop con, 0,25 x 4 est égal à 1. C'est pour cela qu'on fixe une journée supplémentaire tous les 4 ans pour rattraper le retard accumulé. Merci, grâce à toi je vais pouvoir briller en société et choper des meufs. Mais je t'en prie, Nestor. Le successeur de César, Auguste, premier empereur romain, va poursuivre cette réforme. C'est d'ailleurs en reconnaissance de leurs travaux sur le calendrier que les mois de Quintilis et Sextilis vont être nommés Julius et Augustus, ce qui va donner les mois de juillet et d'août. Ouais, et sinon tu peux me prévenir quand tu commences une chronique, non? Ouais, ok. Bon, pour la petite anecdote, durant l'Antiquité romaine, le premier jour de chaque mois était appelé calende. Il faut savoir que le premier jour de chaque mois était celui où les Romains payaient les intérêts de leurs dettes. Les calendes étaient des noms donnés au registre de comptes. Et c'est de ce mot qu'est venu le terme calendrier. Alors on dit merci qui? Merci Nestor. Donc, nous avons vu la fabrique des années et des mois, il nous reste à voir la découpe des mois en semaines. Il faut savoir qu'à l'époque, les astronomes ne connaissent que 2 astres et 5 planètes,
Leurs noms furent attribués à chacun des jours de la semaine, on s'est pas trop emmerdé. La Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil, tout simplement. Ce n'est qu'au IVe siècle après Jésus-Christ que la religion chrétienne va attribuer chaque jour à un saint. Le 25 décembre notamment, solstice d'hiver, était le jour des Saturnales, fête romaine en l'honneur de Saturne, considéré comme le dieu du renouveau, et symboliquement, le jour a donc été attribué pour la naissance du Christ. Le calendrier va désormais servir à fixer les différentes fêtes chrétiennes et à rythmer la vie de l'Église et des fidèles. Et ce petit système va durer pendant environ 1600 ans, jusqu'à ce jour tragique du 15 octobre 1582. Effectivement, bien que Jules César ait remis de l'ordre dans le calendrier, il a tout de même commis une légère boulette qui, au bout de 1600 ans, commence un petit peu à faire tâche. Les astronomes de la Renaissance se rendent en effet compte que le calendrier julien a 11 minutes d'avance sur le calendrier solaire. Et cela casse légèrement les noix aux religieux et notamment au pape Grégoire XIII, notamment pour la fête de Pâques. Celle-ci fête la renaissance du Christ et est fixée par rapport à la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Et plus le temps avance et plus la date de Pâques arrive tôt dans l'année, ce qui pourrait, à long terme, faire dérouler Pâques avant le 25 décembre, ce qui ne serait qu'un pur sacrilège. Hérétique au bûcher! Meurs par les flammes et tu seras purifié, suppôt de Belzébuth! Et afin de combler le retard accumulé, le pape va accomplir la réforme grégorienne qui se décline en 2 points. Le premier point, pour rattraper le temps perdu, on supprime 10 jours dans le calendrier, ce qui fait que l'on passe du 4 au 15 octobre d'un coup. Et deuxième point, vu que le calendrier julien prend environ 3 jours de retard tous les 400 ans, on va donc supprimer entre guillemets 3 années bissextiles tous les 400 ans. En l'occurrence, 1700, 1800 et 1900, qui devaient être des années bissextiles, sont supprimées. Et la réforme accomplie, c'est ce modèle qui est encore appliqué actuellement, bien qu'il ait mis beaucoup de temps à être accepté dans les pays protestants et orthodoxes, ne reconnaissant pas l'autorité du pape, comme vous pouvez le voir juste ici. Ce calendrier va poser un léger souci pendant la période trop kawaii de la Révolution française. Les révolutionnaires qui n'étaient pas franchement dans le trip catholique ont décidé de s'affranchir du calendrier grégorien pour former le calendrier républicain en octobre 1793. On ne parle plus de semaines mais de décades. Le mois républicain fait désormais 30 jours et est divisé en 3 décades de 10 jours. Le nom des mois fut notamment décidé par le poète Fabre d'Églantine. Et parmi ces noms de mois, on retrouve Brumaire, Pluviose ou encore Fructidor pour les plus connus. Les jours vont également changer de nom et chaque nom de saint va être remplacé par un nom d'outil, de plante ou de produit agricole. Mais là encore, il a fallu attendre l'arrivée d'un mec avec des grosses balls, notamment Napoléon, qui sonna la fin de la cour de récréation en 1806 en réinstaurant le calendrier grégorien encore appliqué aujourd'hui. Ouf, je sais pas toi Nestor, mais tout ce travail sur le temps, ça me donne un peu envie d'aller voir comment le calendrier sera dans le futur. Ça te tente? Ah, nickel, tant que ça peut me sortir de mon quotidien. Voici la bête, installe-toi. Oula, c'est bizarre comme voiture. On démarre. Ah, et fais attention à la route, hein. Tu sais que tu roules comme un sagouin. La route? T'inquiète pas, là où on va, il n'y en a pas de route.